Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 39 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Aurélie Godet. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, vous êtes une ancienne étudiante de l'ENS de Lyon, vous êtes agrégée d'anglais et vous êtes depuis 2013 maîtresse de conférences en histoire des États-Unis à l'Université de Paris. Donc, après avoir longtemps consacré à vos recherches aux idées et aux mouvements conservateurs, vous avez fait une dizaine d'articles, et dont le fameux livre Le Tea Party, qui est paru aux éditions Vendémiaire en 2012. Vous travaillez maintenant sur un sujet bien différent, et pour lequel d'ailleurs je vous ai un petit peu invité aujourd'hui. C'est celui qui est à l'intersection de l'histoire politique et culturelle et aussi des études urbaines. C'est la fête et ses avatars dans les villes états-uniennes. Alors, depuis 2019, vous êtes rédactrice en chef du Journal of Festive Studies, une revue internationale d'études sur les pratiques festives, et votre prochain livre, Festive City, The Politics of Plays in New Orleans, qui proposera une lecture politique de la fête à la Nouvelle-Orléans du 18e à nos jours. Donc, vous avez aussi passé 9 mois à la Nouvelle-Orléans en 2018 et en 2019, invité par l'université Tulane. Et donc, je ne pouvais pas rêver mieux Aurélie aujourd'hui comme intervenante pour parler d'une série qui se passe à la Nouvelle-Orléans, ville que vous connaissez sur le bout des doigts. C'est la série Treme. Alors Aurélie, qu'est-ce que c'est que cette série-là ? Alors Treme, c'est une série de David Simon et Eric Overmyer qui a été diffusée de 2010 à 2013 sur la chaîne américaine payante HBO, qu'on connaît bien pour ses choix de programmation souvent audacieux, certains même risqués, mais également pour ses super productions du type Game of Thrones. Alors, la collaboration entre David Simon et la chaîne, elle avait commencé dès 2000 avec une série qui s'appelait The Corner, qui s'était confirmée en 2002 avec The Wire, puis 2008 avec Generation Kill. Donc, autant dire que quand Simon s'est lancé dans l'aventure Treme, il était plutôt bien soutenu financièrement. Alors, la série, elle se déroule quasi intégralement à la Nouvelle-Orléans, dans les mois et années consécutifs au passage de l'ouragan Katrina en août 2005 et aux inondations destructrices qui ont suivi la rupture du système de digue. Puisque pour mémoire, la ville avait été inondée à 80% pendant plusieurs semaines. Alors, plus précisément, l'action commence 3 mois après la double catastrophe et s'achève début 2009, quelques temps après la victoire de Barack Obama à l'élection présidentielle. Donc, on est vraiment avec la série Treme dans une histoire du temps présent. Alors, le titre de la série fait référence au quartier Treme, qui est l'un des plus anciens quartiers afro-américains des États-Unis, et un quartier dont la démographie s'est profondément modifiée suite à Katrina, et qui constitue en tant que tel une illustration parfaite du processus de gentrification, c'est-à-dire la transformation d'un quartier populaire dû à l'arrivée de catégories sociales plus favorisées, qui, en général, réhabilitent des logements, mais importent également des modes de vie différents. Alors, le thème principal de la série, c'est la résilience d'une ville via sa culture. Et culture prise au sens large, puisqu'on y parle beaucoup de musique, mais également de cuisine, de carnaval. Pour les spectateurs, la culture constitue un peu le fil rouge de la narration. Et pour les personnages, la culture a un caractère quasi thérapeutique, puisqu'elle permet de recréer du collectif, recréer du sens après le traumatisme Katrina, mais c'est également un moyen de subsistance, ainsi que l'illustre le slogan de l'État de Louisiane depuis le début du XXIe siècle, Louisiana, where culture means business. Donc en Louisiane, la culture, c'est de l'argent. En termes formels, Treme repose sur une structure narrative qu'on pourrait qualifier de chorale, puisque la série suit les vies d'une dizaine de personnages qui se croisent sans nécessairement se connaître ou se rencontrer. Et parmi eux, on compte bien sûr un grand nombre de musiciens, le tromboniste Antoine Baptiste, le Big Chief d'un collectif de Mardi Gras Indians, Albert Lambro, son fils, le trompettiste de jazz Delmon Lambro, le compositeur et DJ Davis McAlary, le guitariste de blues Sonny, la violoniste Annie T. Donc ça, ce sont
pour les musiciens, mais il y a également des personnages dont l'activité n'est pas directement liée à la musique. Il y a une tenancière de bar, une avocate, un policier, une chef cuisinière, un promoteur immobilier. Donc, beaucoup de personnages et qui ont tous pour point commun d'être engagés dans un processus de reconstruction. Donc, après des destructions qui peuvent être matérielles ou immatérielles, voire des destructions de l'intime, divorce, viol, suicide, etc. Leurs histoires sont traitées à égalité dans la série, même si évidemment chaque spectateur a une préférence pour certaines d'entre elles. Et au fur et à mesure que la série avance, les personnages se croisent de plus en plus. Ils interagissent de plus en plus et de manière organique, jamais artificielle. Donc la série, elle s'apparente un peu à une biographie, la biographie d'une communauté, une biographie collective. Cette communauté, elle se modifie au cours du temps. Certains la rejoignent, d'autres la quittent. Et on suit donc cette évolution. Le rythme de la série, il est plutôt lent, ce qui ne surprendra pas outre mesure ceux qui connaissent déjà le travail de David Simon. Donc, il y a une alternance de séquences musicales dans des clubs de jazz ou en plein air, avec de longs silences. Il y a vraiment dans la série un refus de se précipiter, comme pour signifier que la reconstruction, justement, prend du temps. L'action, quand il y en a une, elle est présentée aux spectateurs sans qu'ils en connaissent nécessairement les enjeux. Et les intrigues, en général, il y en a 5 ou 6 en parallèle par épisode, elles avancent à petits pas au sein de séquences en général très courtes, puisqu'on est à 2-3 minutes maximum, et qui se font suite sans transition. Donc il y a un refus globalement du suspense et des techniques narratives un peu faciles. La série tente plutôt d'épouser le rythme de la vie, d'être au plus près de l'espace-temps des personnages. Donc il y a les mêmes scansions dans la série que dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a en général, chaque saison commence par un micro-événement marquant de la vie néo-orléanaise. La première second line après Katrina. Un enfant qui apprend les premières notes de When the Saints Go Marching In dans un cimetière, signe que les écoles ont rouvert. Le rassemblement le soir de l'élection de Barack Obama, par exemple. Donc, l'esthétique générale de la série relève de ce qu'on pourrait appeler la fiction documentaire ou tout simplement le réalisme. Les acteurs, pour l'essentiel, ne satisfont pas aux critères esthétiques hollywoodiens. Ils parlent sans affectation, ils sont filmés en décor naturel, sans lumière artificielle. Et la musique est très présente et elle est autant intradiégétique qu'extradiégétique. Elle est jouée par de vrais musiciens, elle est capturée live. Et les personnages sur lesquels les auteurs ne portent jamais un regard surplombant sont présentés dans leur complexité. Ils sont saisis vraiment au cœur de leur existence. On pourrait dire que la focale, elle est au ras des personnages. Il y a d'ailleurs beaucoup de scènes qui sont tournées en gros plan, en intérieur, au milieu des foules de concerts ou de parades. Alors justement, Aurélie, moi j'aurais une première question qui situera aussi cette série-là, vous l'avez dit, chronologiquement, peu de temps après l'ouragan Katrina. Alors j'aurais aimé savoir, pour les auditeurs, comment est-ce que cette catastrophe, qui est une des pires catastrophes climatiques de ces dernières années dans le sud des États-Unis, comment est-ce qu'elle est représentée à l'écran ? Alors, on pourrait penser qu'elle est invisible finalement, dans le sens où elle n'est pas représentée directement à l'écran, au moins jusqu'à la fin de la saison 1, où on a un petit montage en flashback qui nous montre les personnages avant l'ouragan et qui nous fait mesurer la différence qui existe entre leur vie d'avant et leur vie d'après, justement. Mais globalement, il y a presque une volonté d'invisibilisation de la catastrophe dans la série et qui s'apparente pour certains personnages au déni. Il y a un déni chez beaucoup d'entre eux que la ville s'enfonce, que ses jours sont comptés. Il y a un déni de l'impact psychologique de la catastrophe chez certains. Et là, je pense notamment au personnage le professeur Creighton Burnett qui se suicide à la fin de la première saison et qui est l'emblème le plus émouvant de ce déni. Il sombre dans la dépression petit à petit, sans que sa famille s'en rende compte, alors que le spectateur, lui, le voit, puisqu'il s'épanche sur YouTube avec des diatribes contre l'échec des autorités à gérer la catastrophe. Donc, Katrina est à la fois là et pas là. C'est une douleur lancinante qui ressurgit de temps en temps.
Et en dépit des efforts des personnages pour effacer les traces de l'ouragan, celui-ci ressurgit régulièrement dans la série. Il y a une tension entre le passé et le présent, l'incertitude du présent et la nostalgie du passé. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière que le passé est sans cesse présent dans cette ville palimpseste qu'est la Nouvelle-Orléans. Et dès le générique, Katrina sont bel et bien présents à travers des images de tourbillons, de rues inondées, de murs moisis. Donc la catastrophe et ses conséquences ne sont pas totalement absentes. Et ça peut être également du point de vue auditif qu'elle est présente, puisque tout au long de la saison 1, on a ce bruit des hélicoptères qui patrouillent au-dessus de la ville et qui nous rappelle que Katrina, c'est une blessure récente. La première séquence du premier épisode, elle est annoncée comme se produisant 3 mois après. Pas 3 mois après Katrina, 3 mois après. On n'a même plus besoin de mentionner Katrina tellement elle est là. Donc c'est vraiment the elephant in the room, le problème criant, la plaie béante qui hante les personnages. Justement, cette plaie béante, elle est matérialisée dans la série aussi par les silences, par ce qu'on ne dit pas, et par le caractère, par exemple, lacunaire du récit de la catastrophe proposé par les différents personnages. Je pense ici notamment à l'histoire incomplète du frère de LaDonna Baptiste Williams, Damo, qui a disparu lors de l'évacuation de la ville et dont on a peine à retrouver la trace. Donc, Treme, c'est en partie une série sur l'impossibilité du deuil. Oui, pour autant, hein, quand on regarde la série, Aurélie, vous allez me dire, dans son ensemble, on voit plutôt qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Il n'y a pas il y a un refus, j'allais dire, un vrai refus de la déploration ou de la nostalgie. Non, enfin, je peux peut-être me tromper, mais on est sur quelque chose qui est plutôt positif. Oui, alors c'est tout à fait vrai. La série dans son ensemble, elle se complaît pas dans la déploration, oui, ou la nostalgie. Hein. C'est vraiment la résilience des acteurs de la culture après le désastre qui est dépeinte et célébrée. Et ça, on le voit également dans le générique. Donc le générique est très complexe, hein. Puisque dans ce générique, on a des photographies qui transcende l'horreur de la catastrophe en présentant les moisissures et les lignes d'eau comme esthétiques. Donc, il y a une volonté d'esthétiser quelque part la catastrophe et ça rappelle un peu les photographies d'Eric Waters, des clarinettes du musicien Michael White. Il a tenté de montrer comment des clarinettes détruites dans l'ouragan pouvaient être belles. Donc là, on a un peu le même phénomène avec ce générique. Et d'ailleurs, la musique de ce générique, c'est composé par John Boutet, se veut volontairement optimiste. La chanson raconte l'histoire d'une second line, donc ce moment où la foule, lors d'un enterrement, abandonne la gravité pour embrasser la joie de la vie retrouvée, la vie pour le restant de la communauté. Donc, il y a vraiment des contrepoints dans ce générique qui montrent bien que l'intérêt des scénaristes est pour la résilience, pour la reconstruction. Et le prologue du premier épisode, hein, c'est justement la première second line, le premier défilé dans les rues de Treme au lendemain, enfin 3 semaines après l'ouragan. Donc, la vie repart. Et par la suite, le thème de la résilience, il est illustré dans la série de nombreuses façons. Il y a l'insistance surtout sur la force des réseaux, les réseaux familiaux, les réseaux de quartier, les réseaux professionnels, l'entraide, et puis la survivance des traditions, notamment musicales, mais également la survivance, le retour annuel du carnaval. Alors oui, justement, Aurélie, vous qui êtes la spécialiste de ce type d'études-là, hein, puis la Nouvelle-Orléans, c'est connu dans le monde entier pour son carnaval, alors j'allais vous poser la question, est-ce que justement ce carnaval, est-ce qu'il n'est pas célébré quelque part dans la série comme un symbole de cette résilience post-Katrina ? Et oui, tout à fait, puisque Mardi Gras, hein, c'est un rite civique majeur pour les habitants de la Nouvelle-Orléans. C'est pas une création officielle, c'est vraiment une scansion calendaire dont s'emparent les gens. Les habitants à leur façon et qui leur permet d'oublier momentanément leurs soucis, de se retrouver entre amis, d'honorer leurs ancêtres, d'exprimer ou voire d'exhiber un sentiment d'appartenance à un groupe ou plus matériellement de subvenir à leurs besoins.
Et donc, cette saison de carnaval à la Nouvelle-Orléans, qui commence en général aux alentours du 6 janvier, de l'Épiphanie, et qui se poursuit jusqu'au jour de Mardi Gras, et qui voit donc les gens défiler dans la rue en costume ou pas. Cette scansion, cette organisation calendaire, elle trouve un écho dans la structure même de la série, puisque chaque saison représente une année et est ponctuée par un épisode de Mardi Gras, vraiment un Mardi Gras special, où on trouve des titres festifs comme Mardi Gras Mambo, Carnival Time d'Al Johnson. Et ces épisodes, ils sont intéressants parce que, ces épisodes spéciaux Mardi Gras, ils sont intéressants parce que les règles de la narration habituelle sont abolies. Les personnages arrêtent de travailler, ils décident de s'abandonner à la joie. On leur fait comprendre que de toute façon, travailler le jour de Mardi Gras, c'est impensable. Et les règles habituelles qui régissent la société sont si ce n'est abandonnées, au moins inversées. Mais pour les créateurs de la série, ces épisodes de Mardi Gras, c'est l'occasion de rassembler tous les fils de la narration, paradoxalement. On retrouve tous les personnages au sein de la foule. Et certains se reconnaissent, d'autres non. Mais il y a l'idée que le carnaval permet de ressouder la communauté. C'est le jour où justement on perpétue les traditions, où on laisse les soucis de côté. Et par exemple, pour la famille Burnett, donc avec Creighton Burnett, le père qui s'est suicidé à la fin de la saison 1, pour la famille Burnett, le carnaval, c'est l'occasion de faire le deuil, justement. Dans la saison 2, dans l'épisode 7, sa femme, Tony, profite du rituel de jeter les cendres dans le Mississippi pour justement faire le deuil du passé. Et lorsqu'elles écoutent dans la dernière saison, elle et sa fille, le titre du professeur Longhair, Go to the Mardi Gras, ça doit être vu comme un symbole de cette résilience. Le carnaval a vraiment ici un rôle cathartique. Donc c'est l'occasion de repartir pour un an, repartir pour le reste de la vie. Donc, c'est vraiment pour David Simon et Eric Overmyer, le paradigme de la résilience s'incarne véritablement dans le rituel narratif et le rituel symbolique de la ville de la Nouvelle-Orléans, le carnaval. Et la représentation des célébrations de 2006 du carnaval est assez intéressante, puisqu'en 2006, il y avait eu en réalité beaucoup de débats sur est-ce qu'il fallait organiser un carnaval après l'ouragan Katrina. Est-ce que ça avait du sens? Est-ce que ça ne serait pas mal interprété au niveau national? Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Mais la série ne mentionne pas ces controverses. Elle célèbre le carnaval comme un rite indispensable à la ville, indispensable à sa reconstruction psychologique et matérielle. Et évidemment, pour David Simon, l'aspect satirique du carnaval est également important, puisque ça permet d'avoir un discours également sur les institutions, sur ce qui ne va pas à la Nouvelle-Orléans. Donc, il utilise la dimension satirique du carnaval pour faire entendre un message qui relève un peu plus de la dimension sociale de la série. Alors justement Aurélie, quelque chose de très intéressant ici à voir, vous l'avez déjà commencé à l'évoquer, c'est le fait que Treme est une série qui célèbre littéralement la culture de la Nouvelle-Orléans, et donc on a des personnages, Simon et Overmyer, qui n'hésitent pas à plonger d'ailleurs dans l'envers du décor de cette ville qu'on surnomme la Big Easy. Alors qu'est-ce qu'on y trouve Aurélie derrière peut-être cette carte postale aussi quelque part, avec le jazz, avec le carnaval, qu'est-ce qu'on y voit derrière et qu'est-ce que Treme nous permet d'appréhender sur le quotidien de la vie dans cette ville?
Oui, parce qu'effectivement, la série, là, j'ai expliqué qu'elle traitait beaucoup de la fête, et que la fête y était un symbole de résilience, mais la série n'est jamais dans la célébration pure, justement. Contrairement à l'idée bakhtinienne d'une abolition des règles, d'un renversement des règles pendant le carnaval, la série montre où elle fait écho à cette idée que derrière la célébration, il y a des divisions. Il y a des frontières, il y a des règles qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, donc des inégalités persistantes. Voilà, donc la représentation même de la fête laisse entendre, implique un sous-texte beaucoup plus critique. Et plus généralement, on retrouve dans la série certains des thèmes favoris de David Simon, qui sont la pauvreté urbaine, le racisme, la violence, la corruption. Alors, il y a différents types de violences dans la série. Il y a d'un côté la violence sublimée des Mardi Gras Indians, donc ces groupes d'ouvriers afro-américains qui cousent leurs costumes pendant une année entière et qui, dans les années 20-40, ça donnait à une véritable confrontation physique, mais qui aujourd'hui se combattent via le costume. Donc c'est l'idée qu'on est vraiment dans la violence sublimée, il faut être le plus beau et non pas le plus fort. Mais donc il y a également des occurrences de violence physique, et c'est notamment le cas lorsqu'on observe les interactions entre ces Mardi Gras Indians et la police de la Nouvelle-Orléans, puisque là on a des scènes d'une tension extrême qui se déroulent en 2005, pendant lesquelles les Indians qui marchent sans autorisation de la municipalité se font pour certains arrêter par la police. Il y a enfin la criminalité à proprement parler. La violence est omniprésente dans la série. Cela va du vol d'instruments pour Davis McAlary et le musicien Sonny, au viol de LaDonna Baptiste Williams, au meurtre du musicien Harley Watt. Donc on a là tout un panel de ce qui ne va pas dans la ville de la Nouvelle-Orléans et qui n'allait pas avant même Katrina, mais que Katrina, on va dire, a intensifié. Et la violence peut surgir de nulle part, ou en tout cas là où on l'attend le moins, par exemple lors d'une parade de carnaval. Donc il y a l'idée qu'elle est partout et qu'elle peut surgir à tout moment. Et en même temps, la série met directement en rapport cette violence avec la corruption et l'incompétence, l'inefficacité de la police. La tenancière du bar de nuit de LaDonna Baptiste, dont je parlais tout à l'heure, elle est tabassée et violée un soir alors qu'elle ferme son établissement, et lorsqu'elle tente elle sort de sa torpeur pour vraiment interpeller la police, et elle dénonce l'incompétence des services de police locaux, justement, en disant voilà, vous perdez mon frère dans une prison, vous laissez filer les criminels. En lien cette criminalité à la corruption et à l'inefficacité des services de police locaux. Et LaDonna Baptiste Williams, après s'être fait tabasser et violer un soir alors qu'elle ferme son établissement, tente justement de faire réagir la police lors d'une diatribe en leur disant qu'ils semblent plus intéressés par les petits vols à la tire qu'aux tragédies, multiples tragédies qui rendent la reconstruction impossible. Et dans cette diatribe, justement, LaDonna glisse du personnel au collectif. Elle fustige vraiment toute la politique municipale et fédérale de prétendues reprises. Donc, si Treme est une série de la reconstruction, la recovery, elle s'évertue aussi à critiquer cette reconstruction. Donc, il y a la notion de recover et de uncover en anglais. Et la corruption généralisée de la ville, on la voit bien
avec le personnage de Nelson Hidalgo qui profite par exemple d'une parade de carnaval, la parade de Zoulou, pour rencontrer des conseillers municipaux et signer quelques contrats juteux. Donc il y a l'idée que l'argent est partout et au cœur notamment même du carnaval où censément les règles sont abolies, les règles habituelles. Donc le thème de la reconstruction de la ville, il est souvent abordé dans la série par la négative, à savoir la lenteur, l'inefficacité avec laquelle les autorités ont pris en charge le retour des réfugiés et la rénovation des habitations. Dans une scène a priori anodine, toute la tragédie de cette période est mise en scène. Par exemple, Albert Lambro, son fils Del, sort d'un magasin de bricolage et ce magasin est en fait un dépôt-vente qui met à disposition des clients des matériaux récupérés sur des maisons détruites par l'ouragan et l'inondation. Et le dialogue ne nous apprend rien de cela, mais on comprend que Al doit recommencer les réparations qu'il a effectuées parce que les autorités sanitaires n'ont pas validé ses travaux. Donc la reconstruction est quasiment rendue impossible du fait de l'appareil bureaucratique qui est écrasant, donc, malgré les efforts des citoyens à s'en sortir par eux-mêmes. Et Treme convoque volontiers la critique à l'endroit d'une élite blanche qui aurait volontairement retardé les secours, puis la reconstruction afin de, soi-disant, moderniser la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire en fait se débarrasser de ces éléments pathogènes, au premier rang desquels les musiciens noirs. Et donc il y a 3 personnages qui incarnent ce trope. Le professeur d'université Creighton Burnett, qui, lors d'un entretien filmé pour la télévision britannique, qualifie l'inefficacité de l'État fédéral de « putain de boulette aux proportions dantesques ». Il y a le musicien DJ Davis qui dans son rap « Shame, shame, shame » fustige le racisme de George W. Bush. Et le promoteur immobilier Ligori, dont la morale cynique, on ne doit jamais gaspiller une catastrophe, est mise en acte par son associé, l'entrepreneur Nelson Hidalgo, qui rachète à bas prix des biens endommagés afin de spéculer sur leur valeur foncière à venir. Et Treme s'en prend particulièrement au scandale des cités HLM maintenues fermées alors qu'elles n'ont même pas été touchées par l'inondation. Puis s'en prend également au fiasco bureaucratique que fut le programme Road Home, qui n'a pas réellement permis aux habitants de revenir chez eux, justement. Il y a également un intérêt pour les bavures policières, comme celle du pont d'Anzinga, lorsque des policiers chargés de surveiller des détenus évacués d'une prison inondée ont commis des meurtres qu'ils ont maquillés ensuite en cas de légitime défense. Donc il y a une incohérence de la politique municipale, nationale et également qui fait de Treme une série à charge contre l'inaction de l'État fédéral, de la municipalité, face au désarroi des populations touchées par l'inondation résultant de Katrina. Alors Aurélie, vous nous avez dit effectivement, quand on suit votre raisonnement, qu'on est sur une série bien sûr de fiction, mais qui est quasi documentaire. Quand on voit le showrunner qui est à son origine, David Simon, on se dit, tiens, Treme, est-ce que ça ne serait pas le pendant de The Wire que a analysé dans l'épisode 26 Elsa Grassi? Est-ce que ça serait pas le The Wire qui était à Baltimore, qui est transféré à la Nouvelle-Orléans? Oui, c'est vrai que d'un point de vue méta-sériel, donc si on prend en compte la série dans ses rapports avec d'autres séries, Treme offre beaucoup d'éléments de continuum avec The Wire. Tout d'abord, il y a le fait que Simon et Overmyer ont réengagé une demi-douzaine des comédiens présents dans leurs précédentes séries. Donc, par exemple, Antoine Baptiste est joué par Wendell Pierce, le fameux détective Bunk Moreland de The Wire. Et Albert Lambro est joué par Clark Peters, le détective Lester Freeman de The Wire. Deuxièmement, il y a évidemment le thème de la corruption, donc si prégnant dans The Wire et qui n'est pas absent loin de là de Treme, qui dénonce par exemple la pratique du home cooking, le clientélisme dans l'attribution des contrats municipaux. Enfin, comme je l'ai dit précédemment, les bavures policières, la planification immobilière illicite constituent des veines narratives fortes de la série, à plus forte raison dans la saison 3.
Ceci étant dit, la série n'est pas une simple translation de The Wire à la Nouvelle-Orléans, justement. Ce n'est pas non plus un documentaire à charge à la manière de When the Levees Broke de Spike Lee. La charge contestataire est à mon avis moins lourde parce que le traitement est différent. Ainsi, dans certaines scènes, les spectateurs sont tentés de rire des personnages les plus militants. C'est le cas notamment de deux personnages emblématiques de la critique de l'État fédéral que sont Creighton Burnett et DJ Davis. Ils sont un peu discrédités par les auteurs, car leur militantisme est à la fois un peu convenu et un peu trop enthousiaste. Il est mis en scène de manière emphatique, presque grotesque. Quand Davis McAlary décide de candidater au poste de maire et que son slogan c'est « Pot for potholes », donc de l'herbe pour les nids de poules, il participe, mais il dénonce et participe à la fois à cette idée que la politique à la Nouvelle-Orléans, c'est un peu du théâtre. On est dans la performance un peu grotesque. Donc, il y a si ce n'est une dénonciation, au moins une critique de la politique dans la série au sens de la politique comme action collective. On ne croit pas tellement à l'action collective, voilà, dans la série Treme. C'est plutôt le politique, c'est plutôt le vivre ensemble au quotidien à l'échelle d'une ville. Et donc le projet central de la série reste de discuter de la place de la culture dans la reconstruction et le maintien en vie des populations affaiblies et délaissées. Donc d'interroger les rapports entre pouvoir et culture. Et il s'agit bien d'une interrogation, car les parcours complexes des personnages empêchent une conclusion certaine sur... ça empêche de conclure à la victoire, en tout cas, de la culture sur les forces adverses. Si certains musiciens s'en sortent, d'autres s'enfoncent économiquement. Et il y a une scène qui, à mon avis, résume bien au final la différence entre Treme et The Wire. C'est la dernière, justement. Treme se conclut sur une image très, très forte. C'est celle d'un nid de poule, justement. Un nid de poule qui, une nouvelle fois, provoque la casse, la rupture d'une partie de la voiture de Davis McAlary. Et ce nid de poule a été rempli d'objets de Mardi Gras, de colliers de perles, d'un caddie de supermarché pour prévenir les conducteurs, évidemment, de sa présence, mais également pour symboliser l'idée que même les nids de poules peuvent être beaux, on peut en faire quelque chose de quasi festif, et ainsi symboliser l'idée que la vie continue et que la Nouvelle-Orléans reste la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire une ville où on traite les pires catastrophes avec beaucoup de fatalisme, finalement. Donc, cette image sur laquelle se clôt la série, elle renforce le message qu'on trouvait également dans la ballade composée par Harley Watt, le musicien, et qui est cette idée que la ville ne sombrera jamais, the city won't wash away, cette ville ne se noiera jamais, will never drown. Donc l'idéal de résilience joue à plein dans la série, en dépit de toutes les critiques que les auteurs font à sa structure politique institutionnelle. Alors justement, par rapport au succès qu'a connu The Wire aux États-Unis ou dans le monde, comment est-ce que Treme est-elle reçue par le public américain et puis peut-être depuis par un public plus large à l'échelle mondiale ? Alors, la réception de la série a en réalité été assez différente selon les lieux. En France, il y a eu beaucoup d'intérêt pour Treme. Cet intérêt, je pense, était lié à la fois à l'intérêt général pour l'œuvre de David Simon, qui est très admiré en France, un intérêt pour le genre sériel en général chez les chercheurs, et dans une moindre mesure, un intérêt pour la Nouvelle-Orléans et son héritage francophone. Donc,
en France, des événements ont été organisés autour de la série, des conférences, de nombreux articles ont été écrits par Delphine Le Thor, Ariane Hudley, Peter Markey, j'en oublie certainement. Donc il y a eu un intérêt assez soutenu pour la série. Aux États-Unis, la situation est un petit peu différente. La série a connu de faibles audiences et on peut dire d'une certaine manière que elle n'a dû sa longévité qu'au lien fort qu'avait tissé David Simon avec la chaîne HBO. Ces liens ont empêché l'annulation de la série. Mais elle a compensé ses faibles audiences par des bonnes critiques dans les médias nationaux. Donc la série a souvent été décrite comme une série d'avant-garde dans sa forme, stimulante dans son contenu politique. Le journal le Los Angeles Times a par exemple écrit que Tremaine prouvait que la télévision pouvait être une forme artistique comme avait pu l'être le roman au XIXe siècle. Donc comparer David Simon à un nouveau Dickens. Donc voilà, au niveau national, je dirais que la réception critique a été bonne, mais à la Nouvelle-Orléans, on a un bilan beaucoup plus contrasté. Avant la diffusion, les gens se méfiaient. Il y avait beaucoup de méfiance parce que beaucoup de clichés circulent sur la Nouvelle-Orléans à l'écran. La plupart des films qui ont été tournés sur la Nouvelle-Orléans avaient recours à des stéréotypes qui, évidemment, mettaient beaucoup en colère ceux qui y résidaient. Donc, il y avait la peur d'être critiqué, d'être caricaturé. Et la diffusion de la série a en partie apaisé ces craintes, ce qui ne veut pas dire qu'elle ait été bien vécue par tous, parce qu'elle a parfois réveillé des plaies que certains croyaient refermées. Donc moi, j'ai rencontré des personnes qui tout simplement n'avaient pas pu regarder la série, tellement les premières minutes déjà étaient trop difficiles pour eux. Pour d'autres, la série a au contraire été vécue comme une thérapie. Elle leur a permis d'objectiver ce qui leur était arrivé, de resituer leur histoire dans celle plus large de leur quartier et de la ville. Certains n'ont pas aimé voir évidemment l'envers du décor à l'écran, les policiers corrompus, les hommes politiques incompétents, cette idée que les gens ne travaillent pas à la Nouvelle-Orléans mais font la fête. Voilà, ça évidemment, ça leur a déplu. Et d'autres ont vu dans sa diffusion la confirmation d'un renouveau. Quelques mois après la victoire des Saints, l'équipe de football locale lors de la finale du Super Bowl en 2010, il y avait un sentiment de fierté quand même devant le chemin parcouru. Donc, il y a eu des réactions émotionnelles assez fortes à la série. Et au-delà de ces réactions émotionnelles, la série a fait l'objet d'analyses fines qui ont fait ressortir ses qualités, mais également mis le doigt sur certains aspects plus problématiques. Alors oui, justement, Aurélie, j'allais vous poser la question de cette série qui a été pas mal analysée d'ailleurs par beaucoup de chercheurs. Il y a de tout, il y a des critiques, mais j'aurais aimé peut-être qu'on commence par voir véritablement ce qu'on peut faire ressortir de très positif dans tout ce qui est montré dans Tremé. Oui, alors effectivement, la série peut être décrite comme une grande réussite de certains points de vue. Et la grande réussite de la série, ça réside incontestablement dans la grande connaissance de la ville qu'elle démontre. Le désir panoptique du spectateur est amplement satisfait dans Tremé, puisqu'il voit tout, ou presque, de la Nouvelle-Orléans et même de ses alentours. On voit uptown, downtown, on voit la vie des quartiers noirs, blancs, latinos. On va jusqu'à rencontrer la communauté vietnamienne de Versailles, à l'est de l'îlot de Versailles, à l'est de la Nouvelle-Orléans. Et aucun de ces groupes n'est donné pour homogène. Donc, on n'est pas dans le stéréotype. Par exemple, la série montre bien la séparation qui existe entre les descendants des libres de couleur des 18e et 19e siècles, aux noms à consonance française ou espagnole, qui se retrouvent pendant le carnaval au bal du Bunch Club, et les descendants d'esclaves anglophones, aux conditions de vie globalement plus difficiles. Et au sein même des familles, dans la série, on perçoit les signes d'une mobilité ascendante ou parfois descendante. Donc, il n'y a pas de stéréotypes et
on perçoit bien également que le binarisme racial qui fut longtemps incorporé dans la loi pèse encore sur les conditions de vie des uns et des autres. Donc, la série le montre plutôt très bien. Et il y a un souci d'authenticité qui est sensible du début à la fin de la série, pour évoquer la richesse du quartier Treme, la richesse culturelle de ce quartier. Simon et Overmyer consacrent un certain nombre de séquences au nombreux défilés qui s'y déroulent tout au long de l'année. Donc, on trouve des processions de fanfares organisées par les associations de quartier, des hommages musicaux aux défunts, ce qu'on commence à voir dès le générique d'ailleurs. Et il y a les moments forts de la vie néo-orléanaise qui sont représentés, comme le carnaval dont je parlais plus tôt, ou le festival Jazz Fest. Donc l'ambition n'est pas tant de donner un effet de réel que de reconstituer la culture d'une ville à un moment donné de son histoire. Donc il y a un souci de fidélité factuelle et émotionnelle. Et d'ailleurs, Treme utilise régulièrement les toponymes réels des quartiers, des rues, des restaurants, des clubs. Et le souci d'authenticité va même jusqu'à faire jouer leur propre rôle à des personnages réels, comme Oliver Thomas, le président du conseil municipal, pressenti pour devenir maire, qui est incarcéré pour malversation en 2007 et dont l'arrestation est intégrée à un épisode de Treme. Donc, il y a beaucoup de références à la cartographie, à la imaginaire et réelle de la ville, et sans pour autant qu'on nous explique à chaque fois ce à quoi ces références renvoient. Donc, les scénaristes ne tiennent pas la main du spectateur, ils le laissent progressivement s'imprégner de la vie culturelle de la Nouvelle-Orléans. Il y a un système d'écho, de reprise qui permet justement de rentrer peu à peu dans l'univers de la ville. Donc ça, voilà, c'est une grande réussite, cette capacité à transmettre l'émotion qui se dégage d'un moment de la ville. Il y a également comme qualité le fait que ce soit une série collaborative, c'est-à-dire que c'est un objet culturel à usage interne autant qu'un divertissement à usage externe, puisque beaucoup d'acteurs sont étaient des résidents de la Nouvelle-Orléans. Donc on y voit des artistes locaux, des auteurs, des musiciens qui ont été invités à participer non seulement côté acteurs, mais à l'écriture même de la série, puisque certains sont devenus consultants des scénaristes. Par exemple, Phyllis Montana LeBlanc, qui joue le personnage de Désiré Baptiste, et qu'on voyait dans le documentaire de Spike Lee, When the Levees Broke, est devenue consultante pour la série, ainsi que d'autres figures de la culture néo-orléanaise, comme par exemple la chef Susan Spicer. Donc on voit des célébrités locales qui jouent leur propre rôle, comme le musicien John Boutet, le tromboniste Trombone Shorty, le pianiste Tom McDermott, etc. Et donc leurs performances musicales sont capturées live, elles ne sont pas recréées, mimées pour les caméras. Donc ce souci participatif, il est assez rare pour être souligné, et il s'est étendu au-delà du tournage. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est qu'après la diffusion de la série, l'équipe de Treme a organisé des projections pour les habitants de la Nouvelle-Orléans, qui était l'occasion pour chacun de s'exprimer sur la série, d'en discuter. La série a créé un partenariat avec le journal local The Times-Picayune. Le journal, justement, décryptait toutes les allusions, toutes les références culturelles dans de longs articles qui sont vraiment très intéressants pour le chercheur. Et au-delà de ça, encore, l'équipe de Treme a organisé des levées de fonds au profit d'associations caritatives locales qui aident les musiciens pour leurs frais de santé, qui aident les écoliers à prendre pied dans le milieu de la musique. Donc, cette volonté philanthropique de l'équipe de la série a bien sûr été soulignée et célébrée. Il y a enfin, pour ce qui est des réussites de la série, l'utilisation remarquable de la musique tout au long des épisodes, des saisons. Donc, elle imprègne véritablement chaque moment de
de la narration. Et ça en fait une série musicale, mais qui adopte la musique comme même principe de construction narrative. Donc ça, c'est assez remarquable. Et puis, il y a les réflexions intéressantes sur l'héritage, sa lourdeur, mais aussi sa nécessité. Donc, un arc narratif comme celui de la famille Lambro montre la difficulté qu'il y a de reprendre l'héritage paternel, à se l'approprier, à faire entendre un écho du passé, mais qui permettent également de prendre pied dans le présent et envisager même un avenir à ces traditions. Donc, il y a beaucoup de reprises. Le thème de la reprise est très, très important dans la série Treme. Donc, des classiques du jazz sont fréquemment repris par les musiciens dans la narration. Et puis, la dichotomie tradition, innovation, répétition, nouveauté est abordée dans de nombreuses séquences. Donc Aurélie, c'est une série qui a de multiples qualités. Quand on vous écoute depuis un moment, quand on voit tout ça, on voit vraiment qu'on peut appréhender à travers elle le quotidien de la vie à la Nouvelle-Orléans, qui est très bien filmé de façon quasi documentaire. Mais pourtant, malgré tout ça, vous avez commencé à l'évoquer, mais est-ce que vous pourriez développer sur le fait que Treme a aussi subi des critiques, et parfois des critiques même assez dures? Oui, effectivement. En dépit de tous les éloges formulés par la critique nationale, internationale, la série, elle a effectivement essuyé quelques critiques qui ont trait principalement au manque d'insistance sur le racisme institutionnel à la Nouvelle-Orléans. Donc ça, c'est vraiment ce qui revient le plus souvent, on va dire, dans les critiques journalistiques ou universitaires. Donc il y a l'idée que Treme proposerait une vision encore trop angélique des rapports raciaux, des relations raciales à la Nouvelle-Orléans, parce qu'elle insisterait trop justement sur ce qui fait l'unité de la ville, des quartiers. Donc, elle donnerait trop la place à l'idée d'unité transraciale, un peu à l'image des discours de Barack Obama, et qu'elle laisserait de côté tout ce qui est justement racisme institutionnel au sein de la police, au sein de la municipalité, avec cette idée que les HLM, les cités HLM n'étaient pas à reconstruire. Ça permettait d'évacuer ce problème noir à la Nouvelle-Orléans. Donc ça, ce sont des questions qui sont certes évoquées dans la série, mais beaucoup disent que les scénaristes auraient pu aller plus loin dans la dénonciation, ou au moins dans l'explication des mécanismes qui conduisent à cette situation. Certains trouvent également que la série propose un traitement un peu superficiel des problèmes soulevés par la gentrification. Donc, cette gentrification, on la voit de manière très intermittente au travers des relations de voisinage qu'entretient Davis McAlary et donc les résidents qui ont acheté la maison juste à côté de la sienne et qui l'ont rénovée de manière tout à fait magnifique, mais qui du coup apportent avec eux une vision de la culture qui n'est pas celle du quartier, au dire de Davis McAlary en tout cas. Donc, cette idée que la gentrification modifie l'esprit même d'un quartier, et pourquoi et comment, voilà, ça, certains disent que la série ne l'explore pas de manière assez profonde. D'autres ont critiqué la série parce que, selon eux, elle relève de ce qu'on appelle la télévision du désastre, en empruntant à Naomi Klein ici, que la série fait un peu dans le voyeurisme, c'est-à-dire qu'elle convertit un désastre réel en un script hollywoodien, qu'elle transforme la tragédie en un objet de consommation, un divertissement. Et qu'elle commodifie la culture, justement, qu'elle la vend sur HBO, chaîne payante, on se le rappelle. Donc, selon eux, voilà, l'idée d'impliquer les acteurs était louable, mais le fait de produire une série pour une chaîne payante, par exemple, l'est beaucoup moins.
il y a également, parmi les critiques formulées à l'égard de la série, cette idée que la série tombe dans le piège de l'authenticité, qui conduit à valoriser certains acteurs aux dépens d'autres. Donc ça peut paraître une critique un peu mineure. Certains, par exemple, reprochent à la série de sous-représenter, voire de marginaliser des pratiques musicales comme le bounce ou le hip-hop, pourtant très important à la Nouvelle-Orléans. Mais derrière ce reproche, il y a une critique plus sévère qui a trait à la définition que donne la série de la culture. Certaines pratiques, comme jouer The Saints Go Marching In, montrer ses seins pour obtenir des colliers de perles en plastique sur Bourbon Street, assister à la parade d'Endymion, ces pratiques se voient nettement disqualifiées, aux dépens d'autres jugées plus authentiques, et que la série va dépeindre de manière quasi didactique, en vous expliquant ce qui se passe lors de leur déroulé. Donc la série porte implicitement un jugement sur les journalistes pressés qui demandent si la ville mérite d'être construite, sur les touristes en quête de sensations fortes. Ces personnages sont tournés en ridicule, très clairement. Donc il y a une volonté de générer une appréciation pour des traditions qui sont peut-être moins connues, et qui sont jugées plus authentiques, mais en même temps, il n'y a pas de réflexion sur ce qu'est l'authentique, justement, ce qu'est l'authenticité. Parce que, par exemple, un épisode de la série nous emmène en dehors de la Nouvelle-Orléans, rencontrer le carnaval cajun, et il y a cette idée que le carnaval cajun est authentique, alors qu'en réalité, il est lui aussi devenu un produit touristique depuis les années 70. Donc, cette idée que cette pratique serait plus authentique que d'autres, évidemment, pose problème. Donc, il y a un petit manque de réflexion peut-être sur cette question. Et certains vont même jusqu'à dire que la série ne serait qu'un guide de voyage amélioré. Il y a une tentation d'exotisme et qu'on retombe parfois dans des stéréotypes peut-être de ce qui est justement la vraie Nouvelle-Orléans. Au final, il semble que certains paradoxes ne soient pas résolus de manière tout à fait satisfaisante en fait dans la série. La série tire sur les cibles habituelles, mais ne cible pas sur le néolibéralisme en tant que tel, par exemple. Et on pourrait même dire qu'elle y participe, puisque le tournage a pu se faire à la Nouvelle-Orléans dans de bonnes conditions parce que une loi a été votée en 2002 qui offre de nombreuses réductions d'impôts aux équipes de tournage qui viennent filmer justement à la Nouvelle-Orléans et qui engagent des acteurs locaux. Donc, il y a des réductions d'impôts si on engage des acteurs locaux. Donc, il y a cette idée que la série a profité aussi d'une politique qui relève du néolibéralisme. Alors Aurélie, j'aurais aimé peut-être maintenant, pour conclure cet entretien, vous demander votre avis à vous en tant que personne qui est allée à la Nouvelle-Orléans, dans cette ville après Katrina, et puis en tant que spécialiste véritablement de cette culture urbaine festive qui a pour acmé presque cette ville américaine, qui est l'une des plus connues pour ce côté-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série ? Moi, je trouve que les critiques les plus dures, elles soulèvent des problèmes intéressants, mais je trouve que leur dureté est aussi à l'image du sentiment de propriété que suscite la ville chez ses habitants. Il y a souvent l'idée que personne ne connaît la ville mieux que moi, pour ceux qui ont habité un certain temps ou ceux qui l'étudient. Et je trouve qu'en réalité, la série est beaucoup plus subtile que ce que certains en disent, et que sur la question du racisme, de l'obsession de l'authenticité, l'accusation d'être du tourisme télévisuel, je trouve que la série est finalement plus subtile. Par exemple, je trouve qu'elle inclut beaucoup de séquences autoréflexives sur cette obsession pour l'authenticité. La série se moque des personnages comme Davis McAlary ou Sonny, qui justement crachent sur le touriste en fait. Et elle semble dire au contraire que la culture réelle de la Nouvelle-Orléans n'existe pas. Elle se modifie en permanence, son sens ne cesse de se modifier. Donc moi, je trouve que la série, ce que j'apprécie moi personnellement dans cette série, c'est qu'elle incarne une sorte d'imagination sociologique. Il y a une dimension sociologique évidente, mais qui n'empêche pas le recours au drame, à l'imagination donc, et que la série n'esthétise pas entièrement la culture et la vie à la Nouvelle-Orléans,
Elle cultive au contraire une certaine forme d'ambiguïté et cette idée que la Nouvelle-Orléans est aussi ce qu'on en fait, elle vit dans le regard qu'on porte sur elle et qui provient notamment de nos expériences construites tout au long de la vie. Donc moi, ce qui me touche personnellement dans la série, c'est son mélange de lenteur, d'absence d'action, de jouissance du temps, de compassion, d'indignation. Cette note Treme, comme on parle de blue note dans le blues, je trouve qu'elle trouve son origine dans le recours généralisé à la répétition avec différence, donc, qui est propre au genre sériel lui-même. Aujourd'hui, quand je revois la série, après 2 longs séjours à la Nouvelle-Orléans, j'éprouve évidemment une certaine émotion à retrouver certains des personnages que j'ai pu, pour certains d'entre eux, rencontrer. J'éprouve le plaisir de la reconnaissance, donc des titres de chansons, des lieux, une ambiance. Il y a quelques moments qui me touchent toujours autant, comme le premier moment où on voit Antoine Baptiste rejoindre par un solo de trombone une second line qui se faufile dans les rues dévastées de Treme. La manière dont Albert Lambros émerge de sa maison la nuit en costume de Mardi Gras Indian, après avoir vu les ruines de sa maison. Le flashback, évidemment, de la fin de la première saison sur l'évacuation de la ville suite à Katrina, l'évacuation totalement chaotique. Et puis, il y a cette séquence finale qui m'émeut encore plus parce que je sais à présent ce que c'est de quitter la Nouvelle-Orléans, comme le fait Terry Colston, qui, sur la route vers Houston, sur l'autoroute, perd progressivement la communication avec la radio WWOZ et qui entend cette chanson. Donc, To Miss New Orleans, what it means to miss New Orleans. Donc, effectivement, il y a des échos très personnels maintenant à cette série, mais je pense que ce genre d'émotion, effectivement, existe pour ceux mêmes qui n'ont jamais mis les pieds à la Nouvelle-Orléans. Bien, Aurélie Godet, je vous remercie pour cette excellente analyse de la série Treme qui, j'espère d'ailleurs, aura fait aussi peut-être envie aux gens de la regarder et pourquoi pas d'aller à la Nouvelle-Orléans. Alors, pour approfondir l'émission, vous avez fourni, comme tous les autres intervenants, une bibliographie qui sera en ligne sur notre site internet histoireensérie.com et sur notre partenaire nonfiction.fr. Aurélie, merci pour cet épisode 39 très riche et surtout qui permet de voir une autre facette de cette ville que l'on a longtemps vue à travers le carnaval ou à travers ce traumatisme. Et finalement, vous avez bien montré, je pense, toute la complexité de ce que peut être cette ville et ce que cette série peut montrer. Voilà. Mais à bientôt, Aurélie. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.